The situation in Yemen is getting from very bad to worse. Le Yémen est le théâtre d'une guerre qui persiste depuis près de 7 ans. Soyons clairs, le Yémen est en train de s'effondrer sous nos yeux. Ces mots sont ceux de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, prononcés lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation au Yémen en février 2015. En 2018, l'ONU avait de nouveau alerté sur le fait que la situation humanitaire au Yémen est la pire au monde. Avec près de 30 millions d'habitants en 2018, le Yémen était classé 101e sur 194 dans le classement des pays par PIB, basé sur les données du FMI. L'Arabie Saoudite était quant à elle 18e, l'Iran 28e et les Émirats Arabes Unis 30e. Il est important d'avoir ces chiffres à l'esprit, car cela aura son intérêt pour la suite, au vu de l'importance qu'ont ces trois pays dans la guerre actuelle au Yémen, qui dure depuis 2014. Bonjour et bienvenue à la chronique géopolitique de l'Institut EGA. Aujourd'hui, nous étudierons la situation au Yémen, et nous verrons que nous sommes passés d'un conflit national à un conflit régional, voire mondial. Afin de réaliser cette vidéo, j'ai comme à chaque fois dans le cadre de ces chroniques mobilisé un grand nombre de recherches, de rapports et de travaux, ainsi que l'aide du directeur général de l'IEGA, Romain Bertolino, et de Manon Victoria, responsable en chef du département Proche, Moyen-Orient et Afrique du Nord, et directrice du pôle radicalisation et terrorisme. Je mettrai tous les liens et crédits en description, je vous invite également à y trouver le lien de notre atlas et de nos formations, traitant de sujets connexes, si vous souhaitez approfondir différents points de cette vidéo. Et je vous souhaite bien sûr un très bon visionnage. Dans cette vidéo, nous verrons que d'un point de vue historique, l'unification du Yémen, divisé jusqu'en 1990, n'a pas empêché le déclenchement d'une guerre civile meurtrière dès 2014, et que nous sommes passés d'un conflit national à une guerre qui s'est internationalisée. Nous ferons ensuite un point sur la situation actuelle et nous étudierons le bilan désastreux de cette guerre. Et pour finir dans notre partie prospective que vous connaissez, comme dans chaque vidéo, nous tâcherons d'établir plusieurs cas de figure concernant le futur de ce pays. Ici, nous nous appuierons en grande partie sur Géopolitique du Yémen, à l'aube du XXIe siècle, de David Rigoulet-Rose. Vous pourrez bien sûr retrouver le lien en description. Avant 1990, le Yémen était divisé en deux. D'une part, au sud, il y avait la République démocratique du Yémen, avec pour capitale Aden. Cette partie du Yémen constituait le seul pays communiste du Moyen-Orient. Cette partie du Yémen était en effet alliée à l'URSS et percevait à cet effet des aides soviétiques. D'autre part, au nord, nous retrouvions la République arabe du Yémen, dont la capitale était Sanaa. Vers la fin de la guerre froide, l'URSS, qui s'était retrouvée profondément affaiblie, a dû réduire son soutien financier au Yémen du Sud, qui n'a eu d'autre choix que de se rapprocher de la partie nord du Yémen et d'entamer des négociations afin de réunifier le pays. En 1990, la République arabe du Yémen, ou Yémen du Nord, et la République démocratique populaire du Yémen, ou Yémen du Sud, sont ainsi devenus un seul et même État, la République du Yémen, avec pour capitale Sanaa. C'est l'ex-président du Yémen du Nord, Ali Abdallah Saleh, déjà au pouvoir depuis 11 ans, qui a pris le contrôle du pays entier. L'ex-président du Yémen du Sud, Ali Salem al-Beid, a quant à lui pris le poste de vice-président. Mais ces deux États yéménites partageaient des conceptions politiques complètement opposées et ont connu une longue période de tension avec des vagues de conflits en octobre 1972 et en mars 1979. Ces tensions ont perduré malgré la réunification officielle de mai 1990 qui a vu arriver au pouvoir un grand nombre de fonctionnaires d'origine nordiste comparés à ceux d'origine sudiste et les tensions se sont poursuivies, se transformant parfois en affrontements, comme en témoigne la guerre civile yéménite de 1994, qui s'est clôturée par l'échec du Yémen du Sud à reprendre son indépendance. Malgré cette défaite, l'unité du pays a continué à être remise en question, notamment par les sudistes qui ont poursuivi la dénonciation de pratiques discriminatoires, tant dans l'accès à l'université que dans le monde du travail, et en 2007, le mouvement du Sud a été créé, prenant l'indépendance du Yémen du Sud. Parallèlement à ce que nous venons de voir, le mouvement houtiste a été créé en 1994 par le yéménite Hussein Bedreddin al-Houthi et ses frères. Cette organisation armée, politique et théologique, appartenant au courant zaïdite, une branche minoritaire du chiisme, est en conflit avec les différents gouvernements successifs. Ce mouvement est soutenu par l'Iran, pays majoritairement chiite,
et le fief des Houthis se situe à Sada, dans le nord du Yémen. Le fondateur, Hussein Badreddin al-Houthi, est le fils d'un hiérarque zaïdite, ancien étudiant à Qom. Cet idéologue a créé en 1992 le Forum des jeunes croyants et est progressivement devenu le ténor de la contestation populaire. Tout cela est détaillé dans le livre Un silence de mort de Jeannette Bougrab, paru en 2020. Je vous en mets également le lien en description. Le but d'Hussein Badreddin al-Houthi était de protéger le zaïdisme de l'empiètement des islamistes sunnites financés par les puissances du Golfe et d'empêcher le Sud de mettre en couple le Nord, où la province de Sada servait de sanctuaire à son mouvement. À noter que, d'après le site officiel du département d'État des États-Unis, selon un rapport publié le 12 mai 2021, la population du Yémen est, pour la quasi-totalité, de confession musulmane, avec 65% de sunnites et 35% de chiites zaïdites. Dès 2004, le pays a connu une insurrection de la part des Houthis, qui se sentaient marginalisés, mouvement qui a connu de l'ampleur avec la mort du leader al-Houthi. Les Houthis réclament davantage d'autonomie, une reconnaissance de leur identité, et souhaitent se voir accorder davantage de privilèges, dénonçant leur marginalisation au sein de l'État central yéménite. Ils s'estiment perdants à la fois sur le plan politique et économique, mais aussi religieux, dès la réunification du Yémen en 1990. Par ailleurs, ils réclament également le rétablissement d'un statut autonome dont ils bénéficiaient avant le coup d'État de 1962. Ils ont mené plusieurs insurrections qui ont progressivement affaibli l'État et l'ensemble du pays. Le groupe est d'idéologie anti-américaine, antisioniste et antisémite et est venu s'opposer à la politique d'ouverture entreprise par certains présidents yéménites, dont Ali Abdallah Saleh et Abdrabbo Mansour Hadi, son futur successeur. En 2011, la vague de contestation qui sévissait dans plusieurs pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient a gagné le Yémen. Poussée par les printemps arabes, la population yéménite a réclamé la fin de la corruption ainsi qu'une baisse drastique du chômage. Ces contestations ont progressivement commencé à porter leurs fruits et mettre à mal le pouvoir en place. Le Conseil de coopération du Golfe a mené des négociations afin de faire cesser l'agitation. Dans les coulisses, le président en fonction, Ali Abdallah Saleh, a été poussé à la démission par le gouvernement saoudien et le gouvernement américain. Le président Saleh a concédé à laisser sa place et a accepté de quitter le pouvoir s'il obtenait en échange l'immunité, ce qui a été chose faite. Cette révolution yéménite a donc provoqué la démission du président Ali Abdallah Saleh après 33 ans d'exercice du pouvoir. C'est son vice-président, Abdrabbo Mansour Hadi, qui lui a succédé en février 2012. Au préalable, des élections ont été organisées afin que Abdrabbo Mansour Hadi soit élu pour une période de transition de 2 ans. Le 21 février 2012, ce dernier a été élu à la présidence de la République. Les résultats de cette élection ne sont pas surprenants puisqu'il était le seul candidat à cette élection. Toutefois, il ne dispose pas de légitimité populaire et est très loin de faire consensus. Il est qualifié, selon plusieurs observateurs, de président fictif, pour reprendre les termes de François Frison-Roche, chercheur au CNRS, spécialiste du Yémen, dans un article du 7 avril 2022 pour France 24. Selon lui, le président Hadi vivait isolé, en exil, dans un palais mis à sa disposition en Arabie Saoudite. Il ne jouit d'aucune légitimité. En 2012, il a été élu alors qu'il était le seul candidat. À l'origine, son mandat devait durer 2 ans. Depuis, aucune élection n'a été organisée à cause des combats. Une fois au pouvoir, Abdrabbo Mansour Hadi a été chargé de conduire la transition vers un régime plus démocratique. Cependant, le processus s'est avéré chaotique, le mécontentement populaire était beaucoup trop important et les rivalités toujours croissantes. Une conférence du dialogue national a proposé de faire du Yémen une fédération composée de 6 provinces, mais cette offre n'a fait qu'exacerber les tensions. Lorsque le nouveau président yéménite a rédigé la nouvelle constitution, les discussions sur le découpage du futur État fédéral en 6 régions ont fortement déplu aux houtistes, qui ont vu l'aggravation des fractures sociales entre les différentes populations yéménites. Le projet prévoyait que Sada, fief des Houthis, soit intégré à un territoire plus vaste qui le rendrait aggloméré au sud. Les Houthis ont refusé et ont demandé une région qui leur soit propre, ainsi qu'un accès à la mer. Les rebelles houtistes, disant agir au nom de la lutte contre la corruption dans le pays, ont décidé de chasser le président Hadi du pouvoir. Ces derniers ont mobilisé une partie de la population grâce au fait qu'il se présentait comme étant le mouvement des déshérités, soucieux du bien collectif du peuple yéménite. Par ailleurs, les Houthis n'ayant pas perçu de changement et se sentant toujours marginalisés par le gouvernement, ont pris les armes et ont entamé une guerre civile. Cette guerre civile a été soutenue par le peuple, mais également par les forces restées fidèles à l'ancien président Saleh, qui souhaitait reprendre le pouvoir. Les Houthis ont ainsi fomenté un complot avec l'ex-président Saleh, leur ancien ennemi. Un véritable revirement des alliances s'est opéré entre les deux entités, qui s'étaient pourtant opposées quelques années auparavant. Dans cette alliance de circonstances, chacun y a joué de ses intérêts respectifs.
Très tôt, cette rébellion des Houthis a dépassé les frontières du pays. En effet, rapidement, les Houthis ont été accusés de recevoir des aides de l'Iran, pays très majoritairement chiite. Et en 2009, le président Saleh avait reçu le soutien des États-Unis et de leurs alliés arabes sunnites, c'est-à-dire les membres du Conseil de coopération du Golfe, comprenant les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Bahreïn, Oman et le Koweït. Septembre 2014, les Houthis ont pris le pouvoir à Sanaa. La guerre civile yéménite s'est poursuivie. Lors de leur entrée dans Sanaa, avec l'aide des troupes fidèles à l'ex-président Saleh, les Houthis se sont emparés des stocks de l'armée régulière, ce qui a permis d'accroître leur puissance. Au printemps 2015, ils se sont saisis des dépôts que la coalition se préparait à détruire. Par la suite, ils ont accumulé des prises considérables, dont des chars et des missiles. Selon le général Abdou Majli, environ 90% de leurs moyens logistiques provenaient de ces pillages. Quelques mois plus tard, les forces houtistes sont descendues vers le sud et ont pris la ville d'Aden, obligeant le nouveau président en fonction, Abdrado Mansour Hadi, à fuir en Arabie Saoudite. Le président Abdrado Mansour Hadi est ensuite retourné à Aden. Après un exil de 6 mois à Riyad, il a décrété que la ville deviendrait la capitale temporaire du Yémen et il y a établi un gouvernement provisoire. Progressivement, les Houthis ont contrôlé les centres vitaux du pays. Ils sont parvenus à étendre leur influence vers l'ouest, en s'emparant du port stratégique d'Hodeïda, sur la mer Rouge. Ce port est symbolique et vital pour le Yémen, car l'essentiel de l'aide destinée aux populations civiles transite par ce lieu hautement stratégique. Selon Laurent Bonnefoy, chercheur au CNRS, dans cette guerre, les houtistes bénéficient d'une forme de soutien de la population, qui s'explique par un réflexe nationaliste anti-saoudien. L'ingérence saoudienne était en effet très mal perçue par une grande partie de la population yéménite. Autre aspect stratégique important dans ce conflit, le détroit d'Ormuz. La route pour exporter le pétrole et le gaz, extraits dans le golfe Persique vers les pays occidentaux, passe en effet par le détroit d'Ormuz, dont l'Iran a un accès privilégié, le pays ayant même brandi la menace d'une fermeture de ce détroit en 2018, après l'aggravation des sanctions américaines sur le pays, démontrant l'influence que le pays possède sur ce détroit. Cette route passe par le détroit de Bab el-Mandeb, situé entre Djibouti et le Yémen. Celui-ci ouvre la voie vers la mer Rouge et continue depuis le 19e siècle à attiser les convoitises. Aussi, Ormuz représente pour l'Arabie Saoudite sa porte vers le marché du pétrole. Son exportation passe par ce détroit, qui est menacé perpétuellement par les Iraniens. L'Arabie Saoudite entend ainsi obtenir un accès direct au golfe d'Aden et à l'océan Indien, tout en voulant aussi contrôler le détroit de Bab el-Mandeb. L'Arabie Saoudite craint qu'à long terme, il ne soit contrôlé par l'Iran au travers de la rébellion houtiste. Ceci constituerait également un problème pour les Occidentaux, qui s'approvisionnent dans la région, d'où une raison de leur soutien à la coalition. L'Arabie Saoudite a également la volonté de créer un pipeline, gazoduc, passant dans l'est du Yémen et évitant ainsi le détroit d'Ormuz. L'ancien président Saleh s'y était toujours opposé. Ainsi, l'aide apportée au président Hadi constitue une opportunité pour l'Arabie Saoudite qui pourrait voir son projet se concrétiser. De plus, l'Arabie Saoudite craint un potentiel blocus de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, ce qui aurait des conséquences désastreuses. De son côté, l'Occident a tout intérêt à ne pas perdre le contrôle sur un détroit aussi stratégique que celui-ci. Le 25 mars 2015, l'offensive houtiste a donc entraîné la fuite du président Hadi vers Riyad en Arabie Saoudite. En réponse, le lendemain, l'Arabie Saoudite a déclenché l'opération Tempête décisive. Menée par une coalition de 9 pays arabes, le Maroc, les Émirats arabes unis, le Soudan, l'Égypte, la Jordanie, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et donc l'Arabie Saoudite. Cette coalition était appuyée par les États-Unis qui ont fourni un soutien logistique et de renseignement militaire. L'un des buts de cette coalition était de remettre au pouvoir le président Abdrabo Mansour Hadi. Les États-Unis ont décidé de ne pas intervenir au sol, étant en pleine négociation au sujet du nucléaire iranien. Toutefois, Barack Obama a promis une assistance en termes de logistique et de renseignement, en désignant notamment les cibles à détruire. Le soutien était également opérationnel, car la marine américaine est ensuite venue renforcer le blocus naval qu'avaient décidé les Saoudiens avec les Émirats. David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et chercheur associé à l'IRIS, parle dans son travail intitulé Géopolitique du Yémen à l'aube du XXIe siècle de proxy war, littéralement guerre par procuration, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Dans l'idée de cette proxy war, l'Arabie Saoudite craint également une fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. L'opération Tempête décisive a été remplacée le 21 avril 2015
par l'opération Restaurer l'espoir. Elle perdure jusqu'ici et continue d'opposer les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, aux forces du gouvernement du Yémen, soutenues par l'Arabie Saoudite et sa coalition militaire. Ainsi, d'une part, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont deux grandes puissances financières qui souhaitent conserver et élargir leur hégémonie dans la région. D'autre part, l'Iran est aussi une puissance régionale, chiite, qui souhaite retrouver une place dans cette zone après avoir été ostracisée. En septembre 2019, des sites pétroliers de la société Aramco, la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures, ont été bombardés, attaque revendiquée par les rebelles Houthis, et l'an dernier, les Houthis avaient également revendiqué une frappe de missiles dirigée contre une société d'Aramco en représailles aux interventions militaires saoudiennes au Yémen. Principalement durant le mandat de Donald Trump, les États-Unis se sont éloignés de l'Iran et ont entretenu avec ce pays des rapports particulièrement austères, avec le retrait américain de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien le 8 mai 2018 et la frappe américaine qui a tué le 3 janvier 2020 le général iranien Qassem Soleimani. D'un autre côté, et malgré un retrait marqué sous la présidence Obama, sous le mandat Trump, les États-Unis sont restés proches de l'Arabie Saoudite, qui est le pays avec lequel les États-Unis sont le plus investis en matière pétrolière. En outre, un groupe d'experts de l'ONU sur le Yémen a communiqué un rapport en septembre 2019 qui incrimine les États-Unis dans leur implication dans le conflit, au travers d'un soutien logistique et de transfert d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, mais ce rapport incrimine également la France et le Royaume-Uni. Récemment, le 4 février 2022, Joe Biden a annoncé la fin du soutien et de la vente d'armes des États-Unis à la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Il a déclaré « Nous renforçons nos efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre au Yémen, une guerre qui a créé une catastrophe humanitaire et stratégique. Cette guerre doit cesser et pour souligner notre détermination, nous mettons fin à tout soutien américain aux opérations offensives dans la guerre au Yémen, y compris aux ventes d'armes. » Cette annonce, qui était une promesse de campagne, a été saluée par les Houthis. Nous voyons donc que la situation a grandement évolué, passant d'un conflit national yéménite à un conflit régional qui implique l'Iran et l'Arabie Saoudite, ainsi qu'une dizaine d'autres pays sunnites qui composent la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite. Pour aller plus loin, il serait même possible de parler de conflit mondial, avec par exemple la longue implication des États-Unis principalement, mais aussi les implications françaises et britanniques par exemple. À tous ces acteurs, il faut également rajouter la présence d'Al-Qaïda et de Daesh, qui sont implantés au Yémen et fragilisent encore davantage le pays. En effet, afin de lutter contre les rebelles Houthis, la coalition de pays sunnites, rangée derrière l'Arabie Saoudite, s'est régulièrement appuyée sur des milices locales d'obédience salafiste anti-chiite. Lors de la conférence « Le conflit au Yémen comme matrice du terrorisme islamique » de l'IFRI du 23 août 2017, David Rigoulet-Rose a rappelé que le Yémen était la patrie d'origine d'Oussama Ben Laden. Selon lui, la branche yéménite d'Al-Qaïda, AQPA, s'est manifestée pour la première fois en novembre 2006 en revendiquant des attentats contre des installations pétrolières et a réellement émergé en janvier 2009, AQPA résultant de la fusion entre les composantes saoudiennes et yéménites d'Al-Qaïda. En juin 2016, le département d'État américain consacré au terrorisme a publié un rapport selon lequel AQPA aurait quadruplé ses effectifs pour atteindre 4000 membres en 2015, alors qu'il n'était qu'un millier l'année précédente. AQPA a ainsi pu s'installer durablement au Yémen, profitant du conflit yéménite. Au cours de la guerre au Yémen, des centaines de membres d'AQPA auraient ainsi été recrutés par des milices soutenues par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, afin de les incorporer au front contre les Houthis. Parallèlement à cela, il faut également observer la montée en puissance de Daesh depuis 2011, mais dont l'apparition sur la scène yéménite remonterait véritablement à février 2015, selon David Rigoulet-Rose, cette organisation menant une concurrence sanglante à l'AQPA. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement du 23 novembre 2021, la guerre au Yémen, qui dure depuis 2015, aurait déjà causé, au moment du rapport, la mort de 377 000 personnes, dont 150 000 morts au combat, et près de 227 000 dus aux conséquences indirectes de cette guerre, comme les maladies, la famine ou le manque d'eau potable, soit 60% des décès au total. Selon le rapport, ces 7 années de guerre ont eu des effets catastrophiques sur le développement de la nation, où l'accès aux soins de santé est limité ou inexistant,
et où l'économie est sur le point de s'effondrer. Selon une publication de l'ONU du 11 octobre 2021, 20 millions de personnes auraient besoin d'une assistance pour répondre aux besoins les plus élémentaires de la vie, soit près de 66% de la population, dont près de 5 millions seraient proches de la famine. Toujours selon les Nations Unies, 400 000 enfants courent un risque imminent de mourir de malnutrition. Le Yémen connaît également d'importantes pénuries d'eau. Selon TV5 Monde, en 2012, sur les 24 millions d'habitants au Yémen de l'époque, 13 millions n'avaient pas accès à l'eau potable et à un assainissement correct. Néanmoins, récemment, le 29 mars 2022, la coalition menée par l'Arabie Saoudite a annoncé un cessez-le-feu dans la guerre au Yémen qui a été prolongé de 2 mois, le 2 juin 2022. Très récemment, le 2 août 2022, ce cessez-le-feu a été de nouveau renouvelé pour 2 mois supplémentaires, et qui perdure donc actuellement. Nous y reviendrons dans notre dernière partie. Comme vous le savez, dans cette partie prospective, nous allons maintenant tenter d'envisager plusieurs cas de figure concernant le futur du Yémen, qui dépendra beaucoup du résultat de la guerre qui dure depuis 2014. Comme nous l'avons évoqué, le 29 mars 2022, la coalition menée par l'Arabie Saoudite a annoncé un cessez-le-feu dans la guerre au Yémen, qui a été renouvelé le 2 juin 2022 et à nouveau renouvelé le 2 août 2022. Dans ce premier cas de figure, nous pouvons envisager que ce cessez-le-feu pourrait perdurer et entraînerait progressivement un retrait de la coalition sunnite. D'une part, afin d'appuyer ce scénario potentiel, il faut prendre en compte le fait que la politique de retrait récemment menée par Joe Biden vis-à-vis de cette guerre pourrait inciter l'Arabie Saoudite à mettre un terme à ce conflit. D'une part, un désengagement militaire permettrait à l'Arabie Saoudite de limiter les impacts économiques, cette guerre étant très coûteuse pour le pays, d'autant plus qu'elle perdure depuis plusieurs années. Cela pourrait également permettre à l'Arabie Saoudite de faire évoluer son image sur la scène internationale. De plus, lors de l'annonce du renouvellement du cessez-le-feu, l'agence de presse officielle de l'Arabie Saoudite a rapporté que le pays était déterminé à soutenir les efforts de l'ONU pour une solution durable à la crise au Yémen. D'autre part, toujours dans le sens de cette hypothèse, le Conseil de sécurité des Nations Unies a imposé un embargo sur les ventes d'armes à destination de ce groupe rebelle. L'Arabie Saoudite a salué cette décision de l'ONU, qui pourrait ainsi potentiellement mener à une désescalade du conflit, alors que les Houthis avaient revendiqué 3 attaques visant les Émirats Arabes Unis en janvier 2022. De plus, le 7 avril 2022, Abdrabbo Mansour Hadi, qui était jusqu'alors le président du Yémen, a annoncé la délégation de ses pouvoirs à un nouveau conseil présidentiel afin de diriger le pays. Le fait que cet ancien président, opposé aux Houthis, délègue ses pouvoirs a été perçu comme étant l'un des changements les plus importants survenus au sein du bloc anti-Houthi depuis le début de la guerre, selon Peter Salisbury de l'ONG Crisis Group. Dans le cas où le cessez-le-feu actuel serait rompu prochainement, la guerre au Yémen se poursuivrait certainement dans un futur proche ou moyen proche. Dans ce cas de figure, l'Iran et l'Arabie Saoudite poursuivraient leur affrontement à distance, malgré le retrait des États-Unis. Ici, le bilan humain continuerait de s'alourdir et la situation socio-économique continuerait de se détériorer au Yémen. Si en septembre 2018, l'ONU avait déclaré que la situation humanitaire au Yémen est la pire au monde, ce constat devrait encore s'aggraver malgré les aides que reçoit le pays. Également, dans ce cas de figure, la crise économique qui frappe le pays devrait empirer, amplifiant encore davantage la crise humanitaire au Yémen. Selon une publication de la Banque mondiale, du 7 octobre 2021, durant l'année 2021, la valeur du rial yéménite a continué de se déprécier pour atteindre des niveaux historiques. Si cela a considérablement réduit le pouvoir d'achat de la population, dans notre cas de figure, une reprise du conflit pourrait impacter davantage l'économie extrêmement fragile du pays. Dans ce scénario, il est probable que cette poursuite du conflit profite davantage aux groupes terroristes, comme Al-Qaïda, ou plus précisément AQPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, ou encore à Daesh. Comme nous l'avons vu précédemment, ces groupes sont implantés au Yémen et il serait possible, dans ce cas de figure, que leur influence progresse encore. Ainsi, si l'unification du Yémen en 1990 n'est pas parvenue à stabiliser le pays afin d'éviter le déclenchement de la guerre civile dès 2014, cette guerre a rapidement dépassé les simples frontières nationales pour devenir un conflit régional, voire mondial. Devant la dangereuse situation de pauvreté qui ravage aujourd'hui le pays, seul l'avenir nous permettra d'en savoir plus quant à une potentielle résolution de ce conflit, même si le désengagement récent des États-Unis et le cessez-le-feu actuel semblent être encourageants.
Avant que cette vidéo ne se termine, je vous rappelle que notre atlas est disponible en commande. Je vous mets le lien en description. Il traite de sujets géopolitiques connexes à ceux que nous étudierons dans ces vidéos. Je vous rappelle également que l'Institut EGA propose des formations très étendues à destination des étudiants, des jeunes actifs et aussi des professionnels aguerris, en complément de vos cursus académiques, à suivre en présentiel ou en distanciel. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à la partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique géopolitique.